Hello mes chéris, nous sommes un petit peu en retard aujourd'hui vu la neige, mais nous sommes toujours là, bonjour chérie, et toujours à vos côtés pour vous inspirer, pour vous aider à vivre heureux, heureuse en couple. Et c'est toujours Olga avec vous et avec Tekos. Et le sujet que nous avons décidé de traiter aujourd'hui, ça sera très particulier. Je pense que les émotions comme la peur, la tristesse, peut-être parfois l'angoisse, je pense que vous le connaissez tous, mais est-ce que c'est normal de les avoir et si c'est devenu votre état, si on peut dire, habituel, peut-être c'est pas normal et il faut faire quelque chose. Surtout en ce moment avec la crise sanitaire, quand on est un peu isolé ou peut-être vous êtes seul et vous n'arrivez pas à gérer et vous avez la peur peut-être ou la tristesse. Nous sommes aujourd'hui avec notre invitée qui est psychologue clinicienne et psychothérapeute, Julie Pasolangui avec nous aujourd'hui. Bonjour Julie. Bonjour, enchantée. Donc on aimerait avec toi justement répondre à ces questions, comment vraiment gérer la peur, surtout en ce moment de la crise, comment mieux vivre la crise sanitaire quand on est en couple, quand on est isolé, on est face à face avec notre partenaire tous les jours, et aussi pour les célibataires, comment faire, comment mieux communiquer. Et donc, tu pourras peut-être nous donner quelques conseils et des exercices pratiques, comment vivre ce moment plus efficacement pour soi. Ok, on va essayer. Est-ce que déjà, toi, en tant que psychologue, tu observes vraiment que les gens aujourd'hui, on ressent plus de la peur, peut-être des angoisses, ou est-ce que les gens s'adressent avec des problèmes particuliers plus qu'avant? Alors oui, la crise sanitaire, depuis la crise sanitaire, on remarque, on observe davantage de mal-être, de stress, de troubles anxieux, dépressifs, etc. Ça a largement augmenté depuis le début du premier confinement. Après, ça peut toucher tout le monde, donc aussi bien donc, les couples, comme vous disiez, les célibataires, mais également les jeunes. Enfin voilà, ça Ouais, touche... tout le monde. voilà, exactement. L'ensemble de la population. Mais est-ce que, par exemple, si on prend deux mots comme la peur et l'angoisse, il y a quand même la différence, parce qu'avoir la peur de quelque chose, c'est quand même normal, je pense. Exactement, Alors que exactement. l'angoisse, c'est un état un peu différent et comment vraiment les distinguer et se dire oui, c'est pas normal si je le ressens trop souvent, l'angoisse, et comment faire. Alors, comme tu disais, la peur, c'est une émotion naturelle, instinctive de Ouais. l'être humain, donc c'est normal de la ressentir. Après, c'est une émotion donc normale, donc elle vient et ensuite elle passe. L'angoisse, c'est vraiment un sentiment davantage intense, c'est ponctuel, donc ça peut se traduire et se montrer via une crise d'angoisse, une attaque de panique, etc. Et si on veut aller vraiment plus loin aussi, il y a l'anxiété. Alors que l'anxiété, c'est un sentiment diffus, donc plutôt quotidien, Mhm. d'accord, au contraire de l'angoisse, qui est vraiment à un moment donné. Et l'anxiété, c'est en lien avec un objet indéterminé, d'accord. Alors que la peur, il y a pas ces pensées irraisonnées, d'accord. D'accord. L'anxiété, donc ça se traduit avec des symptômes physiologiques. Mhm. Donc on peut ressentir C'est quoi? Ouais. voilà, des nœuds à l'estomac, la gorge nouée, des tremblements, de la transpiration, etc. Et avec des symptômes, donc comme je disais, des pensées un peu irrationnelles. D'accord. Mhm. Alors que la peur, c'est en lien avec vraiment un objet déterminé. On peut avoir peur d'une situation Ouais. particulière, on peut avoir peur d'un objet, on peut avoir peur... voilà, c'est vraiment quelque chose de bien focalisé. Ça veut dire que si on ressent l'angoisse, déjà c'est quelque chose comment dire, qui dure plus dans le temps, oui, l'angoisse ou l'inquiétude par rapport à peur, et il n'y a pas vraiment la raison valable pour le sentir, c'est ça? Euh, Alors, on ne peut pas en fait se répondre à la question pourquoi je ressens ça.
Voilà, Ouais, l'anxiété, ouais, c'est vraiment diffus et donc quotidien. ouais. D'accord? L'anxiété, il faut vraiment distinguer la peur, l'anxiété et l'angoisse. Quand on souffre d'anxiété, donc ça peut ne pas devenir pathologique si c'est à un moment donné, donc on est anxieux face à une situation particulière, un événement, l'attente d'une réponse, Ouais. voilà. Donc, mais c'est passager, donc ça vient et ça repart. Après, si ça dure dans le temps, et donc si ça envahit la personne, si ça la déborde au quotidien, si elles sont débordées par ça et donc ça change son comportement, dans ces cas-là, ça peut devenir, oui, pathologique et anormal. Mm. Voilà. Et l'angoisse, c'est vraiment un sentiment intense. C'est vraiment quelque chose où ça envahit l'individu à un moment donné et ensuite ça baisse. Voilà. Est-ce qu'on peut s'aider soi-même quand on ressent ces émotions ou il faut chercher l'aide de professionnels? Alors, quand ça devient effectivement quotidien et comme je disais, que ça déborde la personne, que ça l'handicape dans sa vie, oui, on doit consulter un professionnel, donc un professionnel de l'écoute tel qu'un psychologue ou une Ouais. psychologue, ou un psychiatre s'il y a besoin d'un traitement médicamenteux. Donc le psychiatre, c'est un médecin. Mais après, si l'anxiété n'envahit pas et qu'elle apparaît et ensuite s'estompe, une fois l'événement passé, on peut gérer cette anxiété nous-mêmes. Et comment le faire? Ou par les affirmations positives ou je sais pas, de se dire tout va bien, tout va se passer. Voilà, alors soit on est anxieux avant un événement, donc on va essayer de penser à autre chose, donc se diriger vers des activités qui est source de plaisir pour nous, donc il faut les identifier. Par exemple, ça peut être vraiment des choses très très simples, telles que prendre une douche chaude, un bain chaud, histoire de se Ah ouais. vider. Ça, oui, ça diminue les tensions physiologiques. D'autres personnes vont se diriger vers le sport, d'autres personnes vont plutôt regarder un film pour Mhm. juste penser à autre chose qui est totalement différent de l'événement qui provoque cette anxiété. Et, euh, et voilà, le but, c'est vraiment de faire le vide dans sa tête, même si c'est que 5 minutes. Voilà. C'est D'accord. très important de le dire. Ensuite, si on n'y arrive pas, si ça devient vraiment trop débordant pour soi, c'est qu'il y a un blocage quelque part, c'est qu'il y a quelque chose où le trouble est beaucoup plus intense Oui. et beaucoup plus important. Et donc, dans ces cas-là, oui, il faut se diriger vers un professionnel. J'ai entendu aussi une opinion de psychologue qui dit que si souvent on ressent l'angoisse ou l'inquiétude, ça veut dire qu'il y a l'énergie qui s'est accumulée à l'intérieur de nous et qui ne sort pas, qu'on n'utilise pas en fait, qu'on pourrait utiliser pour arriver à nos objectifs. Mhm. Mais en fait, comme on ne l'utilise pas, il s'est bloqué à l'intérieur et c'est ça qui crée l'inquiétude. Elle se transforme en fait dans ces émotions négatives. Est-ce que Alors, tu es d'accord ou pas est-ce avec que ça? c'est vraiment un Euh, psychologue qui a dit ça? Parce que moi, je ne vais pas parler d'énergie. Pour le coup, je ne suis pas D'accord. énergéticienne. Peut-être j'ai mal compris, mais est-ce que tu comprends de quoi je parle et Oui. ça peut... Alors, on parle davantage dans la psychologie, on parle d'origine du trouble. Voilà. D'accord. Donc, on peut. L'énergie, c'est assez large, donc je ne suis pas énergéticienne, mais Peut-être quand c'est les émotions se bloquent, ça, je sais pas, ça peut-être... on ne les sort pas, ça fait que... Ouais, ça accumule quelque chose à l'intérieur. Ouais. c'est pour ça que c'est très important de se dire qu'une émotion, c'est naturel. Donc Ouais. avoir peur, être triste, être en colère, énervé, c'est normal. Un individu qui a toujours la même humeur constante, la même émotion, ou une personne qui est tout le temps joyeuse, moi je vais plus me questionner qu'une personne qui fluctue. Mm. Voilà, c'est plus Donc, normal. ouais. Voilà. Mais si on a tendance à bloquer, par exemple, il y a une personne qui va dire bah non, il faut jamais être triste. Non, 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 au contraire, il faut la libérer, il faut la laisser s'exprimer. Si on la bloque, le risque, c'est qu'on accumule cette tristesse et qu'il y a un débordement ultérieurement. Mm. Voilà. D'accord. Donc, il faut toujours laisser sortir ses émotions. On va parler tout à Oui. l'heure comment le faire, si on peut dire, de manière écologique. Mhm. Et aussi, dans une de tes publications, tu parles de musicothérapie. Mhm. Quels sont en fait les bienfaits de la musique? Parce que c'est vrai que souvent, quand on écoute la musique, ça peut nous faire du bien. Mais est-ce Mhm. que tu peux nous dire un peu plus comment vraiment s'en servir pour que ça sera vraiment bénéfique? Alors, la musicothérapie, comme son nom l'indique, c'est une thérapie à part entière. D'accord? Donc, ça permet un dialogue non verbal entre le thérapeute et le patient, qui est donc le médiateur, la musique.
Donc le patient va libérer ou exprimer ses émotions, ses souffrances, ses ressentis via la musique, donc par l'écoute sonore ou par la pratique d'un ou des instruments. D'accord ? Ensuite, la musique, donc au quotidien, bien évidemment, ça sert. Voilà, la plupart des gens écoutent de la musique. Oui. Voilà, donc dans différentes situations. Euh, Après, chacun a ses propres préférences et son style de musique. Je ne vais pas forcément en proposer une en particulier, mais je dirais que il faut écouter la musique comme quand elle nous inspire. C'est-à-dire que si on est triste, on peut écouter de la musique triste, ou avec des paroles profondes, avec un sujet qui nous touche particulièrement. Au contraire, il faut la laisser s'exprimer, cette tristesse. Limite, il faut pleurer, c'est pas grave, il faut lâcher prise, parce qu'ensuite, ça permet d'évacuer cette tension et cette tristesse. Donc quelqu'un qui va dire non, j'écoute pas cette musique parce que elle me rend triste ou elle me fait penser à un événement en particulier, bah non, au contraire. Il faut l'écouter, faut se laisser bercer et se laisser aller. Parce que c'est pour ça que ça va vraiment permettre l'évacuation de cette émotion-là. Voilà. Après, il y a d'autres personnes qui, quand ils seront tristes, vont dire bah non, moi je préfère écouter un style de musique qui me booste, qui me fait danser, etc. Enfin, voilà, chacun a ça marche aussi. Ah bah oui, totalement, c'est un lâcher-prise. Je sais pas si toi tu le fais, mais en tous les cas, moi je sais que par exemple, après, si je parle de moi personnellement, après une journée assez intense, qui a été dure un petit peu psychologiquement, parce qu'il y a eu beaucoup de choses, et j'ai tendance à écouter de la musique, à me laisser aller, à chanter, ou à écouter de la musique qui me fait danser, ouais. Donc on peut largement se rapprocher de la musique pour libérer ses émotions. Voilà. Donc c'est une vraie thérapie. Donc si vous êtes triste, écoutez un peu de musique pour laisser partir vos émotions et de vous libérer. Je vous rappelle que nous sommes sur irm.radio dans l'émission Bonjour chérie pour vous toujours vous inspirer à aimer et d'être aimé. Nous sommes aujourd'hui avec Julie qui est psychologue clinicienne et psychothérapeute et on parle des sujets comme la peur, la tristesse, le stress, comment les gérer et comment mieux vivre la crise sanitaire en couple. C'est vrai que savoir sortir et faire part de ses émotions, ça facilite la vie. Mais je pense que la plupart des gens, on ne le sait pas faire. On ne le sait pas faire de manière correcte, peut-être. Et est-ce qu'aujourd'hui, tu pourras nous donner un conseil comment vraiment ne pas avoir peur de laisser partir ses émotions et de les faire part à son partenaire, à ses proches? D'accord. Alors, c'est sûr qu'exprimer ses émotions, c'est pas facile pour tout le monde. Parfois par crainte du jugement de l'autre, par crainte de ce qui va se passer ensuite. On ne sait pas comment les gérer, on ne sait même pas si on se sent triste, si on se sent en colère, etc. Donc il ne faut pas hésiter à en parler. Par exemple, si on parle dans la vie de couple, si on a tendance à avoir des difficultés à parler de ses propres émotions à son ou sa partenaire, il ne faut pas hésiter à le dire dès le départ, en fait. Moi, j'ai du mal à exprimer mes émotions, donc comme ça, son ou sa partenaire ne sera pas forcément dans l'attente de comprendre ce qui se passe. On peut passer par divers biais, par exemple, pas forcément expliquer je suis triste ou je me sens mal, etc. Mais par exemple, parler à sa partenaire ou son partenaire de l'événement qui m'a rendu triste. Vous voyez, c'est différent. On ne parle pas de soi, mais voilà, on parle de l'événement et ça permet quand même ce besoin un peu libérateur de ça m'a rendu triste, est-ce qu'on peut en discuter, etc. Voilà. Mais si vraiment il y a un blocage, si on se rend compte qu'au quotidien, exprimer ses émotions devient très très difficile, c'est qu'il y a un blocage réellement quelque part. On a toujours eu l'habitude de ne pas exprimer ses émotions. Donc dans ces cas-là, effectivement, il faut essayer de faire un travail sur soi et comprendre pourquoi il y a ce blocage-là. Souvent, on peut se dire que ne pas exprimer ses émotions, ça peut être en lien avec un manque de confiance en soi, un manque d'estime de soi ou ce qui s'est passé dans l'enfance pour que j'ai pris l'habitude de ne pas les exprimer, par peur que la personne en face de moi, quelqu'un de bienveillant, ne saura pas encaisser en fait mes émotions-là. Donc c'est ça qui est très important. Et en fait, la confiance en soi et la confiance aux autres, c'est lié. Si on n'a pas confiance aux autres, on n'a pas confiance en soi.
Voilà, donc c'est vraiment important de faire ce travail-là. Et après, ça peut fluctuer effectivement dans notre vie, hein, au quotidien, par rapport à des événements de vie. Tout n'est pas statique non, enfin, avec aucun changement. Donc c'est vraiment important de se recentrer sur soi, de se questionner, de se dire comment je me sens là. Est-ce que j'arrive à exprimer ce que je ressens? Qu'est-ce qui se passe? Et ensuite, si vraiment ça en devient un gros problème au quotidien, effectivement, il faut se diriger vers un professionnel d'écoute. Mm. Et pas forcément une thérapie sur du long terme, hein. Ouais. Faut pas se dire qu'aller voir un psy, c'est forcément... Ouais, parfois, on pense que ça prend du temps Ça dépend de Ça chaque dépend. individu. Mhm. Après, on peut y aller pour aller 5 séances, Mhm. pour quelque chose en particulier. Voilà, on n'est pas obligé de se dire je vais voir un psy, donc là on va partir dans mon passé, on va parler de mon enfance, ça va être un travail vraiment compliqué, j'ai pas envie de parler de ça, etc. Non, le but, j'estime que le psychologue doit s'adapter au patient. Donc si le patient arrive et qui dit bah, j'ai juste envie de parler de ma confiance en moi, de mon estime de soi, etc., et ben on va se concentrer là-dessus. Mm. Et ici, par exemple, quand on vient en couple, toi, tu es quelqu'un que tu arrives à t'exprimer, et ton partenaire, elle est quelqu'un assez enfermé, ce qui fait sentir un peu aussi manque de confiance ou justement manque de communication. Comment faire l'autre et aussi de parler de ses sentiments, de ses émotions? Alors, Parce que dans un couple, faut pas forcément forcer l'autre en oui, fait à c'est ça, on exprimer. peut pas forcer, mais en même temps, si on a envie peut-être communiquer plus, pour que ce sera toujours un échange. Oui. Ouais, alors pour la bonne harmonie, après chaque couple est différent. S'il y a une personne dans le couple qui a besoin de connaître les émotions de l'autre, etc., mais que la personne en face a de grosses difficultés là-dessus, je dirais qu'il ne faut pas le forcer. Donc dans ces cas-là, il faut prendre du temps pour soi. Par exemple, la personne qui est en difficulté à exprimer ses émotions, se diriger vers des activités qui sont source de plaisir pour elle. Voilà. En parler, bien évidemment, lui dire bah là en ce moment c'est pas grave d'être de mauvaise humeur, hein, ça arrive à tout le monde, on est des êtres humains, donc chacun a ses difficultés, et c'est ça qui fait aussi la beauté et la complexité de l'être humain. Mais voilà, de trouver des activités qui sont source de plaisir pour soi, et de dire à l'autre, d'aménager un petit peu le temps. Par exemple, là, en ce moment, avec la crise sanitaire, on est H24 ensemble, il y a cette obligation de rester chez soi. On n'a pas l'habitude Ouais. de ça pour certains couples, hein. Mm. Mais parfois, ça peut consolider. Moi, je vois qu'il y a des couples qui, Ouais. grâce à cet isolement et à ce confinement, ça les a consolidés aussi, parce qu'on a réappris à se connaître différemment, avec un quotidien qui est différent d'avant. Et pour d'autres, bien évidemment, ça provoque des difficultés et une mauvaise harmonie. Mais il faut se demander pourquoi, en fait. Parce on se réapprend, on a d'autres habitudes, un autre quotidien. Donc je dirais que c'est primordial dans ces moments-là, dans cette situation-là, de prendre du temps pour soi, pour chacun des partenaires. Même si c'est 5 minutes, c'est-à-dire aujourd'hui, je vais me prendre 10 minutes, je vais me mettre dans une autre pièce, je vais lire, je vais faire du sport, je vais regarder ma série sans mon partenaire à côté, voilà, m'isoler pour pouvoir prendre ce temps pour moi. Est-ce que c'est vrai, la solitude parfois c'est important aussi. Est-ce que c'est vraiment le besoin naturel de chaque être humain de se retrouver parfois seul? Ça dépend de chacun. Voilà, ça dépend de chacun. Parfois, ça peut être essentiel pour certaines personnes. Ils ont ce besoin-là, plus de s'isoler et de se recentrer sur eux, mais pour penser à autre chose et pour pas être collé tout le temps à la personne qui vit avec nous. Et pour d'autres, c'est source de mal-être et d'angoisse. C'est-à-dire que d'être seul tout le temps, c'est très compliqué. Voilà, donc c'est pour ça que c'est très important de communiquer, même si c'est difficile. Et si c'est trop difficile de communiquer, il ne faut pas hésiter, par exemple, à écrire. Voilà, Écrire on peut à écrire l'autre. à l'autre? Ah oui, À l'autre, d'accord. voilà, si on ne sait pas par quoi commencer ou comment le dire, on ne sait pas comment aborder les choses, si on vit une difficulté et qu'on n'est pas d'accord avec son partenaire ou pour X ou Y raison, le pouvoir de l'écriture est très puissant. Voilà. Donc pouvoir déposer sur du papier, rien que le simple fait de prendre cette action et de déposer sur du papier, d'écrire ce qu'on ressent. Donc ça peut être juste des mots, voilà, je me sens comme ça,
ou avec vraiment un texte vraiment écrit avec des questionnements, etc. Donc soit on va le donner à son ou sa partenaire, soit on le garde, soit on le jette. Voilà, ça dépendra de la personne. Mais c'est assez intéressant et moi j'ai pu voir que dans certaines relations, passer par ça, ça permet aussi à l'autre de lire et de comprendre le mal-être ou ce qui est source de difficultés aussi pour l'autre. Parce qu'il y en a qui me disent non mais il ne va pas le lire. Elle ne va pas le lire, ma lettre. Peut-être il va dire mais c'est n'importe quoi ce que tu fais. Mais en fait, ça dépend de chacun. Mais en fait, l'humain est curieux. Donc malgré tout, D'accord. la personne, même si j'en suis presque persuadée à 80-90%, va dire mais non, je m'en fiche de ta lettre. Non, il y aura la curiosité de qu'est-ce qu'elle veut me dire, qu'est-ce que mon ou ma partenaire voulait me dire à travers cette lettre-là. Donc il va le lire. Après, peut-être que la personne en face ne va pas revenir dessus, mais au moins, il aura compris, il aura conscience de ce que vit l'autre intérieurement. Voilà, donc ça, c'est super important. Donc l'écriture, pour moi, c'est super intéressant. Très bon exercice. Déjà, ça permet à soi-même de formuler ce que tu sens, Exactement. de se comprendre. Et ça permet à l'autre aussi de te comprendre. Donc, n'hésitez pas à écrire des petits messages à votre chérie si vous n'osez pas parler de vos sentiments, de vos émotions. Et aussi, je reviens, quand on est quand même en mauvaise humeur, est-ce que c'est aussi notre responsabilité de chacun de le gérer? Parce que souvent, en colère, on a la tendance de l'exprimer sur l'autre et de dire, voilà, c'est à cause de toi. Est-ce que c'est quand même la responsabilité individuelle de chacun? Il faut, comme tu disais, prendre le moment pour soi, de comprendre ce que je ressens et m'arriver quand même de se calmer et après parler à l'autre. Alors, comme je disais, la mauvaise humeur, c'est naturel. Ouais. Donc, on ne va pas demander à quelqu'un, non, ne sois pas en colère, ne sois pas triste, ne sois pas énervé, etc. Parce que si on bloque l'autre, ça va plus le mettre dans un mal-être qu'autre chose. Après, pourquoi on décharge sur notre... Ouais, c'est ça. Parce que c'est une personne de confiance. Donc, on a tendance à évacuer nos émotions ou notre mal-être vers les personnes dont on a confiance. Parce qu'inconsciemment, on saura qu'elle pourra encaisser ça. Si on déverse sur quelqu'un d'autre, ou qu'on ne déverse pas, c'est que forcément, on manque de confiance. Vous voyez, c'est comme un enfant. Quand on dit pourquoi toute la journée chez la nourrice ou à la crèche, ça se passe bien, et la maman, après, le soir, elle se dit il évacue tout sur moi, il est en colère, etc. Mais parce qu'en fait, l'enfant, il a confiance et donc c'est sa figure d'attachement. Donc il va pouvoir évacuer toutes ces émotions qu'il a accumulées toute la journée et il va lâcher prise. C'est exactement pareil pour l'adulte. Donc on a tendance à évacuer et à ressortir tout ça, donc notre colère ou quoi, sur notre conjoint ou notre compagne, parce qu'on sait qu'elle va pouvoir encaisser. Donc après, se dire que c'est de ma responsabilité de faire attention à ça, oui, parce qu'on va pas forcément, ça en dépend aussi de l'harmonie du couple, hein. Mais dans ces cas-là, si on a du mal et qu'on voit qu'en ce moment, c'est un peu compliqué, que l'eau ou la pauvre, il se prend tout dessus, et dans ces cas-là, on se dirige vers nos activités de plaisir. Donc c'est vraiment important de les identifier en fait, de se dire, voilà, qu'est-ce qui me fait du bien? Ok, je vais pas bien en ce moment, c'est pas grave, ça arrive, je passe une mauvaise passe. Donc qu'est-ce qui va pouvoir me détendre, vraiment? Et comme je disais, hein, vraiment, ça peut passer par juste un bain chaud, quoi. Juste un bain chaud, s'isoler, se mettre 5, 10, 15 minutes sur le côté, se recentrer sur soi, et ça fait du bien. Donc, avant d'exprimer votre colère sur votre chérie, prenez la bonne douche. La bonne douche froide, la bonne douche chaude. Après, voilà, c'est des astuces très simples, hein, Ouais, mais tout c'est à ça fait. aussi le but, hein. Après, si c'est trop quotidien et que ça crée vraiment des tensions très compliquées à l'intérieur, là, il faut se dire, bon, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est de ma faute? Est-ce que vraiment je ressens un mal-être tellement profond que ça empathie sur ma relation? Donc là, c'est un travail personnel à faire. Voilà. Et c'est pas forcément à cause de l'autre ou à cause de notre relation non plus. C'est vrai qu'en ce moment, oui, comme tu disais, pour beaucoup, c'est une épreuve pour les couples. Pour quelqu'un, ça peut les consolider. À ce moment, est-ce que parmi tout ce que tu as dit déjà, ce qui est très utile, est-ce qu'il y a d'autres petites astuces qu'on peut utiliser au quotidien pour vivre mieux quand on est à deux, quand on a aussi peut-être les enfants, comment respecter les frontières personnelles de chacun, mais aussi rester la famille consolidée? La communication, en Ouais. fait, avec son ou sa partenaire. C'est-à-dire déterminer les moments qui
qui va permettre à l'autre de s'isoler, de se faire du bien. Donc, il ne faut pas se dire, il y a une personne qui gère tout, toute la journée, toute la maison. Non, même si c'est 15 minutes, aujourd'hui, toi, de telle heure à telle heure, tu auras ton moment pour toi et je gérerai la suite. Voilà, c'est vraiment important parce que sinon, il y en a un qui va craquer. Après, faut pas voir non plus le négatif partout. Cette crise sanitaire, ça n'a pas forcément que détruit des couples. Parfois, ça permet d'apprendre l'autre différemment. De se dire, voilà, c'est un nouveau quotidien, donc on parle plus, ou on parle davantage, ou au contraire, je vois différentes choses que je ne voyais pas forcément chez mon ou ma partenaire, et donc ça consolide aussi. Oui. On reste toujours positif. C'est vrai, Ouais. je suis d'accord. Ça permet aussi de passer plus de temps ensemble pour certains, peut-être. Voilà. De se réapprendre à apprendre un nouveau quotidien ensemble. Voilà. Et pour les célibataires, ceux qui sont vraiment seuls en ce moment, comment retrouver la communication, comment se sentir mieux? Alors, avant tout, et je le dis même à mes patients, aux jeunes que je reçois, il faut garder un contact social. D'accord ? C'est-à-dire parler au moins 5, 10, 15 minutes par jour avec des amis, des proches, de la famille, des personnes en qui on a confiance. Donc faire des visios, des appels téléphoniques, etc. Ça, c'est super important parce que si on passe plusieurs journées à parler à personne, ça peut devenir un petit peu compliqué et se dire j'ai personne et on se sent isolé. Et donc l'isolement entraîne l'isolement, quoi. Et donc garder ce lien social, c'est super important. Et pour les célibataires, donc le manque d'affection, de séduction, ça peut être aussi source de mal-être pour certains. Donc ils ont eu l'habitude de sortir, etc. Et donc là, je suis tout seul et comment je fais pour aller voir des personnes pour avoir ce genre d'affection? Alors, c'est pas très psychologue ce que je veux dire, mais il faut faire avec son temps. On peut se rapprocher des réseaux sociaux, des sites de rencontres, etc. Il y a Internet maintenant, donc il faut faire avec ce qu'il y a à la portée de main. Et même si c'est sortir dehors et faire une balade avec quelqu'un pendant 15 minutes ou 1 heure, c'est essentiel en fait. Et ça fait énormément de bien. Prendre l'air, déjà, dans un premier temps, avec une personne en physique, parce qu'on va me dire, oui, le visio, c'est bien, les appels téléphoniques, mais moi, j'ai besoin de voir la personne en face à face. C'est normal, on peut le comprendre aussi. Donc, se donner rendez-vous et faire une balade dehors d'1 heure pour avoir ce contact physique avec une personne. Donc, ne restez pas seul. Même, parfois, il faut se forcer un petit peu pour chercher ce contact. Exactement. Parce que, comme je disais, l'isolement entraîne l'isolement. Au début, c'est source de mal-être. On se dit, je suis tout seul, je tourne en rond, etc. Mais en fait, il faut se forcer, même si c'est 10 minutes par jour, à sortir, à prendre l'air et à voir quelqu'un. Donc, on a masqué, gestes barrières, tout ce qu'on veut. Mais de pouvoir être vraiment en face à face et te dire, je me force et vous verrez qu'en fait, ce sera source de plaisir ensuite. Donc au début, ça va être un peu compliqué pour certaines personnes, parce qu'on aura eu l'habitude de rester chez soi, etc. Mais en fait, ensuite, ça va faire énormément de bien. Je vous rappelle, mes chéris, nous sommes toujours sur RM.radio dans l'émission Bonjour chérie. Nous sommes aujourd'hui avec Julie Passolanghi, qui est psychologue clinicienne et psychothérapeute. Le sujet qu'on a choisi aujourd'hui, c'est comment gérer la peur, la tristesse, l'angoisse si vous en avez, et comment mieux vivre la crise sanitaire en ce moment si vous êtes en couple ou si vous êtes célibataire. Tout à l'heure, on a parlé comment gérer la peur et l'angoisse si vous le ressentez. Quels sont les bienfaits de la musicothérapie? Vous pouvez revoir notre émission sur notre chaîne YouTube IREMS Cantabi. Mais là, on continue. J'ai encore des questions. Comment faire si... est-ce que l'émotion de la tristesse, c'est une émotion normale, si on peut dire, et comment distinguer quand on est triste et quand on est déjà presque, si on peut dire, déprimé et on tombe en dépression? Oui. Alors, la tristesse, comme je disais, c'est une émotion normale. Donc, elle vient à un moment donné, puis elle repart. Voilà. Elle ne dure pas. Ça peut durer plusieurs jours, bien évidemment, mais ça ne dure pas sur du moyen long terme. Donc, c'est normal de ressentir de la tristesse. Ensuite, la dépression, c'est une maladie mentale. Donc, c'est vraiment un sentiment très intense. Il y a une perte d'intérêt, une apathie, un isolement. Enfin, voilà. Donc, c'est vraiment là, on est dans la maladie mentale. Donc, quand on sent que ça a duré, que ça nous envahit, qu'on sent qu'il y a un changement dans notre comportement, dans notre quotidien, dans nos habitudes, qu'on a
moins de contact avec l'autre, et qu'on n'arrive pas à voir vraiment le bout du tunnel et qu'on n'arrive pas à s'en sortir, alors oui, là, il faut se diriger vers un professionnel. Il ne faut pas attendre, il ne faut pas laisser traîner parce qu'après, ça peut être beaucoup plus difficile de s'en sortir. Et c'est pas grave d'aller voir un psy, en fait. Hein. C'est vrai, peut-être que parfois on a peur d'aller parce qu'on a peur comment dire, de se plonger dedans, de voir, de se connaître, d'apprendre les choses sur soi-même aussi. Oui, ça peut faire peur, bien évidemment, hein, je comprends, hein, mais en fait, on se connaît jamais assez. Quelqu'un qui me dit « je me connais par cœur », oui et non. Après, alors 10 ans de thérapie, je dis pas, mais en fait, nos événements de vie font que parfois on se perd un peu, on fait moins attention à soi, mais c'est normal. Je dis pas que c'est négatif, hein. Mais voilà, voir un psy, ça permet déjà, donc si on est en dépression, enfin si on ressent vraiment un mal-être très très intense, demander de l'aide, c'est pas signe de faiblesse. Ça, je le dis à chaque fois. C'est plutôt un signe de courage. C'est de prendre le taureau par les cornes et se dire « Ok, je vais mal, mais je vais m'en sortir. Et je vais demander de l'aide pour m'en sortir. » Voilà. Et prendre le rendez-vous et assurer le premier rendez-vous, ça je le dis tout le temps aussi, c'est avoir fait 50% du travail. C'est déjà énorme. Voilà, c'est avoir pris son courage et de dire « J'ai besoin de l'autre pour aller mieux. » Voilà. Et on a besoin des autres. Tout le temps, au quotidien. Toi aussi, tu es spécialisée dans la psychopathologie des addictions. Est-ce que avoir les addictions, c'est aussi un moyen de fuir ses émotions? Alors, la question, on pourra en faire un sujet de thèse ou faire un cours pour des étudiants en master. La psychopathologie des addictions, c'est très complexe. Hein, donc, une dépendance ou une addiction est propre à chaque individu. D'accord ? Donc, un individu dépendant à une substance ou à un comportement a ses propres raisons, à ses propres fonctionnements. D'accord ? Donc, il peut y avoir des choses communes, bien évidemment, mais je dirais pas que ça permet de fuir. Enfin, c'est pour fuir ses émotions. Je dirais qu'au contraire, ce serait peut-être plus généralement pour soulager des tensions, des émotions négatives, etc. Mais en fait, une addiction, ça se développe progressivement. D'accord ? Donc, il y a la première prise de la substance ou la première réalisation du comportement addictif qui peut être dans un contexte convivial et festif à la base. Et ensuite, ça se développe et ça se maintient. Donc en TCC, en thérapie cognitivo-comportementale, on parle de conditionnement cognitif, d'accord ? Donc avec différentes pensées, donc croyances. Donc il y a les pensées permissives, les pensées anticipatoires, qui favorisent ce maintien-là. Voilà. C'est au début, on y pense, par exemple, à cette consommation, à cette prise de la substance ou du comportement qu'on veut faire, et dans le but de, voilà, ça va me soulager. Ensuite, ça se maintient progressivement, et ensuite, il y a l'action. Donc, à partir du moment où il y a toutes ces pensées-là, on peut parler de dépendance. Voilà. Donc, et souvent, chez les individus qui souffrent d'addiction, on voit que quand ils en parlent, ils se disent après avoir pris la substance, il y a des émotions négatives qui arrivent. Je culpabilise, je me sens mal, pourquoi j'ai fait ça, etc. Donc, au final, on peut se dire que c'est un serpent qui se mord la queue, mais donc c'est pas forcément pour fuir. C'est vraiment une maladie aussi, de souffrir d'une addiction. Et on a vu aussi, à cause de la crise sanitaire, il y a eu une augmentation des consommations de drogue et d'alcool. Donc, qui peuvent être induits par le stress ambiant, le manque de projection dans l'avenir, etc. Donc, on va se soulager par un objet extérieur, donc par une prise de substance ou un comportement addictif. Voilà. Est-ce que c'est aussi la manque de joie qui nous fait pousser vers l'alcool, la drogue ou les autres choses? Comme je disais, au départ... On ne se rend pas compte au début. Voilà, au départ, on peut, si on parle de l'alcool en particulier, ça peut être dans un contexte convivial et festif. Voilà. C'est ça le problème aussi avec l'alcool, c'est la pire des dépendances, je dirais, parce que c'est commun, il y en a partout, on va faire nos courses, on en voit, donc on a le rayon. Donc parler à des alcoolodépendants, même s'ils ont eu d'autres dépendances avant, ils vont dire que l'alcool, c'est très très dur. Parce qu'on a ce jugement aussi, il y a une bonne nouvelle, on boit un coup.
Mmh. Donc dire non, ah bah non, tu bois pas. Enfin, voilà, il y a tout ce contexte-là sociétal qui fait que pour l'individu qui est dépendant à l'alcool, c'est très 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 compliqué à s'en sortir. Donc pour s'en sortir, donc ça passe par un sevrage donc physiologique, parce que quand on est dépendant à une substance, ben, notre corps est dépendant aussi physiologiquement. Donc notre corps a besoin de la substance au quotidien pour aller bien, parce qu'après il y a des conséquences, donc des tremblements, des choses comme ça. Donc pour soulager ces symptômes Ouais. physiologiques, et ben, la personne va reprendre la substance. Même si elle ne veut pas, ben, il n'y a que ça qui va la soulager. Et aussi un sevrage psychologique. Donc se dire que j'ai pas besoin de ça pour aller bien. Mmh. Voilà. Donc c'est la mise à distance, hospitalisation, etc. Donc ça passe par une thérapie. C'est que c'est un vrai sujet, mais par Ouais. exemple, les choses comme de regarder trop les réseaux sociaux, de être tout le temps sur Instagram, je sais pas, regarder peut-être trop de séries, c'est aussi une forme de l'addiction ou non? Ah bah bien sûr. Oui, Enfin, maintenant, bien évidemment, il y a les addictions aux jeux ouais, vidéo, aux réseaux sociaux. C'est un fléau, hein, c'est un peu compliqué parce que bah, on s'est tous mis dedans et donc c'est difficile. Après, c'est une question d'intensité. Si on sait qu'on peut faire des coupures et que ça ne mm, devient pas indispensable, si par exemple on se dit bah, ce soir je coupe mon téléphone et je regarde pas les réseaux sociaux, si c'est pas source de stress de le couper, bah, c'est qu'on est capable de le faire. C'est ouais, qu'on est encore vigilant sur l'intensité de la consommation des réseaux sociaux et des séries et des jeux vidéo. Mais si c'est source de mal-être, de stress, d'anxiété, si la personne se dit bah non, 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 je ne peux ouais. pas couper parce que ça va mettre dans des états pas possibles, alors là, oui, on peut se demander s'il n'y a pas une dépendance et pourquoi il y a eu cette dépendance. Donc, soyez conscient de ce que vous faites parce que c'est vrai, c'est Voilà. un vrai danger. Bah, il faut faire attention Ouais. à soi, en fait. Mm. Juste se questionner au quotidien. Bon, pas tout le temps, parce que trop de questions aussi peut envahir, mais se questionner au quotidien sur ce qui va, ce qui ne va pas, mes activités de plaisir, ce qui me fait du bien, ce qui ne me fait pas du bien non plus. Et ben, ça permet aussi la gestion de nos relations et, et la gestion de notre quotidien Ouais. au mieux, quoi. Pour les gens, par exemple, pour les chefs d'entreprise, pour ceux qui ont beaucoup de responsabilités, aujourd'hui, je pense en ce moment, ils ressentent beaucoup du stress aussi. Mhm. Comme aussi, le stress, c'est pas vraiment la peur, mais c'est toujours la tension qu'on ressent tous les jours. Je pense Mhm. que ce qui peut faire aussi mal sur le long terme. Quelle petite peut-être astuce tu peux donner aujourd'hui pour les gens qui, pour se déstresser un peu, pour ne pas, pour ne pas arriver jusqu'à burn-out et... Alors, ouais, enfin, le problème des chefs d'entreprise pendant la crise sanitaire, c'est qu'ils ont une multitude de stress, en fait, Mm. psychologiques. C'est-à-dire que, à la différence d'un salarié, enfin, je dis pas qu'un salarié ne peut pas être Ouais, stressé, attention, hein, bien sûr. mais le chef d'entreprise, il va y avoir différentes choses à gérer, c'est-à-dire le salaire de ses employés, l'investissement personnel qu'il a mis aussi dans son entreprise et son propre salaire, et ensuite bah, les finances de son foyer. Donc tout ça, ça induit un stress très important et une pression sur les épaules. Donc avec la crise sanitaire, l'économie, etc., c'est très compliqué à gérer. Donc je dirais que pour ces personnes-là, donc éviter effectivement un burn-out, c'est d'échapper un petit peu à l'événement négatif, à ce qui se passe autour, parce qu'en fait, chaque difficulté s'arrête à un moment donné. Donc Mm. ça peut être très simple à dire et très difficile à faire. Et pour certaines personnes, ils vont dire, bah oui, mais là je vois pas la fin du tunnel, donc comment je fais? Mais il faut vraiment se dire que chaque difficulté, chaque événement négatif, chaque chose qui font mal a une fin, forcément. Voilà. Donc il faut se centrer là-dessus. Ce que vous pouvez faire, ce qui est un peu intéressant aussi à faire, c'est par exemple identifier les avantages et les inconvénients de ce qui se passe en ce moment, Mm. ou de l'événement négatif, de notre mal-être, de notre stress. C'est-à-dire que la crise sanitaire, ok, il y a tant d'inconvénients pour moi, dans ma vie personnelle, hein, dans mon quotidien, mais il y a aussi tant d'avantages. Et parfois, on peut être étonné de se dire, ah bah il y a du 50-50. J'ai tant d'avantages et tant d'inconvénients. Ouais. Alors peut-être qu'il va y avoir qu'un seul inconvénient aussi, c'est possible, mais donc il faut se focaliser sur cet avantage-là, pardon. Mm. Se dire, bah voilà, la crise sanitaire m'apporte aussi ce positif-là. Donc se centrer vraiment sur ce positif. Et essayer, je dis bien essayer, de mettre de côté les inconvénients.
Mhm. et les choses qui apportent du négatif pour soi. Et prendre du temps pour soi. Je le dirai jamais assez, mais on va dire que peut-être se dire la crise sanitaire, on a aussi cette chose positive-là, c'est ça nous permet de prendre du temps pour soi ou de faire des choses qu'on n'a pas le temps de faire au quotidien, quoi. Ouais. Quand on est métro, boulot, dodo, ou qu'on enchaîne nos journées, qui se ressemblent, etc. Là, on nous oblige à rester à la maison, on nous oblige à faire du télétravail. Et le problème, c'est que trop d'obligations, une obligation, c'est forcément perçu comme négatif. On m'oblige Ouais. à faire ça. On m'oblige à rester chez moi. On m'oblige à m'isoler. Donc forcément, la personne va se dire, bah non, mais on m'oblige de rien, ça m'énerve, etc. Et au contraire, il faut le prendre différemment et se dire, ok, je dois rester chez moi, mais qu'est-ce que je peux faire pour me faire du bien chez moi? Voilà. Faire des choses qu'on n'a pas le temps de faire au quotidien. C'est-à-dire, par exemple, voilà, regarder une série, ça fait des années qu'on n'a pas pu regarder, et se dire, je vais prendre ce temps-là pour le faire. Ou faire du rangement chez soi aussi, ça permet de faire enfin, ça fait du bien aussi de faire attention à son foyer. Enfin voilà, après, chaque personne a ses activités de plaisir, donc il faut vraiment identifier ça et se dire, chaque jour, je prends quelques minutes, voire 5, 10, 15, et puis après on augmente pour ces activités-là. Et prendre du temps pour soi, c'est vraiment très important. Donc pendant ce moment de la crise encore, j'espère que ça va bientôt passer, mais la meilleure conseil que tu donnes aujourd'hui, c'est vraiment de n'ayez pas peur de prendre le temps pour soi et de voir comment vous pouvez l'utiliser. C'est vrai que c'est le temps pour beaucoup, c'est une épreuve, pour les autres, pour tester ses capacités, à retrouver sa force, mais aussi ça peut ouvrir beaucoup des possibilités, des nouvelles opportunités. Voilà, apprendre à mieux se connaître en fait. Faut se dire que là, ce qu'on vit, c'est inédit. On l'a jamais connu, donc c'est source de stress, c'est normal, source de questionnement. Ça induit du stress face à la maladie aussi, face au virus. Enfin, il y a un stress ambiant latent qui est non négligeable. On va pas, c'est réel et tout le monde l'observe. Mais comme je disais, voilà, il y a bien un moment où ça va se terminer. Donc qu'est-ce que je peux en faire de quelque chose de positif pour moi? Voilà, ça c'est très important. Après, si on voit que notre mal-être y perdure, que ça en devient vraiment débordant pour soi, que on sait plus comment le gérer, que chaque activité qui était source de plaisir à la base, ça m'apporte même pas du négatif, même si ce n'est que quelques minutes. Et voilà, on a accès maintenant à des psychologues vachement rapidement, à des téléconsultations. On n'est pas obligé de se déplacer. On peut rester de chez soi, un rendez-vous très rapide. C'est pour ça aussi que je l'ai mis en place, moi, de mon côté, les téléconsultations, pour permettre vraiment un rendez-vous très rapide, très immédiat, et avec un professionnel de l'écoute. Donc ça peut se dire, je prends que rendez-vous, et après ça passera. Ça peut déjà aider. Ouais. Exactement. Juste avoir un moment aussi pour verbaliser, parce que quand on reste trop avec nos questionnements et qu'on verbalise à personne, et que même si on le verbalise avec nos proches, c'est pas pareil qu'avec une personne extérieure. C'est totalement différent. La personne extérieure, elle est neutre, elle ne vous connaît pas au quotidien. Donc, il n'y aura pas ce rapport affectif, ce lien affectif que vous pouvez avoir avec votre partenaire ou vos amis ou votre famille, qui aura forcément inconsciemment un jugement qui n'est pas négatif. Les deux sont très importants. Allier une personne extérieure, donc un professionnel de l'écoute, et notre entourage. C'est différent. Voilà, c'est différent, mais complémentaire. Donc n'hésitez pas. Tu as aussi ta page Instagram qui s'appelle La vie d'une psy. Donc je vous invite à la consulter parce que là tu donnes tous les jours les conseils, les petites astuces aussi aux gens pour rester positifs. Voilà, oui. C'est sur ta page aussi, les gens peuvent te contacter pour la consultation. Voilà, exactement. Je l'ai mis en place vraiment suite à la crise sanitaire et le but, c'est vraiment d'apporter un peu de positif, de vulgariser un petit peu la psychologie. Donc, vulgarisation, c'est pas un terme négatif en soi, rien n'est négatif. Comme je reviens sur les émotions, les émotions ne sont pas négatives, la tristesse n'est pas négative, c'est vraiment une question d'intensité. Voilà, il n'y a pas d'émotion négative ou positive. Il n'y a rien de négatif ou de positif. C'est vraiment en fonction de l'intensité et de ce que ça nous procure à nous. Mais donc voilà, la page Instagram que j'ai faite donc très récemment, c'est vraiment pour apporter ce petit positif-là et que ça puisse parler à tout le monde. Et aussi pourquoi je l'ai fait, c'est parce que à l'heure actuelle, alors qu'on est en 2021, alors que la psychologie,
devient quand même assez moderne et on en retrouve partout. Il y a encore cet aspect un peu négatif comme on disait tout à l'heure, je vais voir un psy, mais ça va, je peux gérer tout seul, ou on va me juger. Non, un psychologue, c'est pas juste quand on va très mal. On peut aller voir un psychologue juste pour se dire, voilà, j'ai besoin d'un temps pour moi, tout simplement, un moment d'écoute bienveillant, d'une neutralité bienveillante, où je me coupe et je parle que de moi. Et ça, c'est super important. Et donc voilà, pour enlever cette image un peu, dédramatiser l'image du psychologue. Parce que mon quotidien, c'est pareil. Hein, Ah, t'es psy voilà, non. Merci Julie. Donc n'hésitez pas à prendre le moment pour vous de consulter parfois le psychologue si vous avez besoin, si vous sentez, mais vous peut-être n'osez pas. Merci Julie pour tes conseils. C'était Julie Pastolenghi aujourd'hui avec nous, qui est psychologue clinicienne et psychothérapeute. Donc vous pouvez la contacter via sa page Instagram La vie d'une psy. Merci de tes conseils que tu nous as donnés aujourd'hui. De rien. Après, voilà, chaque astuce quotidienne, on ses limites aussi. Hein, donc, mais bon, si j'ai pu apporter un peu de positif... Mais déjà, avec ces petites astuces, j'espère que vous pourrez vous sentir mieux. Donc, c'était Olga avec vous, avec Teko. C'est l'émission Bonjour Chérie. Je vous dis à très bientôt et prenez soin de vous.